No hiciste preguntas de acceso. Tout à l'heure, j'ai mentionné la loi sur les Indiens qui visait à vraiment restreindre les droits et libertés des Autochtones. Cette loi-là, il y avait plusieurs autres lois avant, mais en 1876, on les regroupe sous le nom de la loi sur les Indiens. Laser et son nom 4. Alors, Terre-Neuve est ici, et ce qui est en vert, c'est le Québec. Alors, seulement, au bout de la pointe du Québec, on pourrait dire. Et on sait que les Vikings ont mis les pieds au Québec parce qu'on a retrouvé des petits objets comme clous, aiguilles, épingles, des objets en métal, en fer plus précisément. Et on sait très bien que les Autochtones ne travaillaient pas à le faire. Après avoir analysé, daté, on se rend compte que ces objets viennent à peu près de l'an 1000, donc c'est vraiment la période où les Vikings sont ici. Au début des années 1500, là, on commence à voir des pêcheurs dans le fleuve Saint-Laurent. Mais également mais peu importe le nombre, on peut les regrouper en trois grandes familles linguistiques et culturelles. Alors, on les présente à l'aide d'un ici. Et c'est un peu fait parce que, comme je le disais tout à l'heure, ils étaient nomades. Donc, ils se déplaçaient énormément. Ils ont parcouru le territoire vraiment de loin. Le long du fleuve Saint-Laurent, ils étaient plutôt sédentaires. Donc, ils faisaient l'agriculture. D'ailleurs, uniquement en voyant pilot et mortier ici, la grosseur de ces objets, on voit que ce ne sont pas des gens qui se déplacent en deux. C'était pour montrer les traits de place. Donc, pendant plus de 12 millénaires, le territoire est occupé par les différentes nations autochtones et le premier groupe d'Europe à venir plonger les pieds ici au Québec, ce sont les Vikings, autour de l'an 1000. Juste ici, on a une photo qui représente les habitants de l'habitation. Mais je dois vous avouer que l'habitation n'est pas sur le territoire. La baleine. Et c'est pourquoi on a un squelette de baleine au-dessus de notre tête présentement. C'est un squelette de Perséus africain. Alors les Basques prenaient la graisse de la baleine, la faisaient fondre pour en faire de l'huile. Et c'est ce qu'ils vendaient pour les lampes à l'huile en Europe. Ils le faisaient si souvent qu'ils ont construit des fours ici. On a retrouvé les restes de fours basques. Et ici on a une tuile. Absolument. Bien avant Jean. Mais justement, on arrive à Jacques Cartier parce qu'on a dit de lui qu'il était le découvreur du Canada. Et ensuite, pour le troisième voyage, là ce n'est plus de l'exploration, c'est une tentative de colonisation. Pour s'installer. Alors le roi décide que ce n'est plus Cartier, ce sera Jean-François Laroche de Montréal. On change de chef d'expédition parce que l'objectif n'est plus le même. Other hypotheses attribute the fire to lightning, but to date, the mystery remains unsolved. Alors de 2006 à 2010, on fait des fouilles archéologiques et avec toute l'information trouvée, on a pu faire la maquette qu'on trouve de ce côté, la maquette du fort en haut, c'est comme ça qu'on l'appelait parce qu'il est en haut de la base. Et puis, dans les présentoirs, ce sont des artefacts, c'est-à-dire des objets ou morceaux de... Parce qu'il y a des noms qui sont en français, en anglais, d'autres en anglais. Et puis sur eux, différents objets
apportés par différents médias. Alors, alors, c'est une bataille très importante dans notre histoire qui a lieu ici à Québec parce que c'est pendant la guerre de 7 ans, que nous on appelle la guerre de la conquête, au moment où les Anglais viennent dans le but de prendre le territoire et ils vont réussir. Donc, à partir de cette victoire anglaise, tout le territoire appelé Nouvelle-France devient un territoire anglais, Québec. Et la bataille d'Éperon va devenir une bataille mythique, non seulement parce qu'elle va durer seulement 15-20 minutes, non, années plus tard, un peu plus au sud, il y a la guerre d'indépendance américaine qui se prépare. Et les futurs Américains auraient bien aimé avoir les Canadiens français de leur côté contre les Anglais. Une fois, pour pas que la visite dure 3 heures, on ne va pas faire les 4 saisons. On va se rendre à la saison la plus typiquement québécoise, c'est-à-dire l'hiver, qui est au fond de ce côté. Et en s'y rendant, je vous explique que le paysage, contrairement à ce qui aurait été facile de faire, c'est-à-dire donc le chemin de fer qui est présentement sous la neige l'hiver. Dans 15 minutes, il va être là-bas en plein temps. Dans une demi-heure, il va être de ce côté-là à l'été. Il est sorti. Puis on arrive au présentoir. Où bien sûr, les activités sont complètement différentes. L'été, c'est ce qui va nous donner notre sport national, le hockey. Et certaines activités qu'on fait l'hiver pour le plaisir ont une origine autochtone. Comme par exemple, glisser sur la neige. Donc on mettait sur le toboggan et on avait qu'à le tirer pour faire glisser tout ça sur la neige au lieu de le transporter sur les épaules. Et bien sûr, pour ne pas enfoncer dans la neige à chaque pas, ils ont inventé les raquettes. Tout ça en bois et en l'hiver, c'est également la saison. Chandail, mais à manches courtes cette fois, en ratine. La ratine, c'est le tissu qu'on utilise pour faire des serviettes. Pourquoi une chemise en ratine à manches courtes dans le présentoir de l'hiver? Qu'est-ce que ça fait? Une question, hein? Mais ça serait froid, hein? Juste une chemise à manches courtes comme ça. Aucune idée? C'est pour rappeler le phénomène de milliers de Québécois qui préfèrent éviter l'hiver en se sauvant dans le sud, en Floride ou ailleurs. Pourquoi? Il rappelle que le printemps, c'est la saison des c'est-à-dire qu'on faisait un trou dans le tronc d'arbre. 10-15 ans parce que éventuellement on va préférer rater la neige, c'est-à-dire la pousser, voire la souffler pour enlever de sauver et utiliser des voitures. Mais ça existe encore. Ça se passe dans des régions unies au nord. C'est-à-dire les mets typiquement québécois à la carte de France. Alors on a différentes lignes, la bretelle, on choisit une ligne et il y a différentes stations. On peut en choisir une ou plusieurs. On fait alors,
Non. À moins qu'elle soit morte, parce que c'est un corbillard. Alors, c'est pour transporter un cercueil. C'est le corbillard de la famille Lépine et c'est l'industrie des services funéraires qui fait son apparition au milieu des années 1800. Alors, l'histoire, c'est que Germain Lépine était un ébéniste. Donc, il fabriquait des meubles. Mais, en 1845 précisément, il y a un incendie, un feu qui va détruire un quartier au complet ici à Québec. Et donc, ça va devenir une entreprise familiale parce qu'on va commencer à offrir les différents services. Avant ça, chaque famille s'occupait de son défunt vers le cimetière. Mais là, des gens comme la famille Lépine vont offrir ces services. Et finalement, ça va devenir toute une industrie parce que ça va donner beaucoup, ça prend un très bon manteau fourrure. Seulement, la famille Lépine va fusionner avec la famille Cloutier et ça va devenir Lépine-Cloutier qui existe aujourd'hui. Le corbillard qui est ici, c'est vraiment un corbillard d'apparat, c'est-à-dire pour les personnes d'un rang plus élevé. Alors, on a transporté dans ce corbillard des évêques, des cardinaux, des hommes politiques, comme le premier ministre du Canada, Louis Saint-Laurent, hommes d'affaires, hommes de lettres, etc. Est-ce qu'il utilise ça? Pardon? Il utilise ça comme receveur? Oui, mais pour transporter. Mais l'étoile de David est généreux parce qu'il offre ses fruits. On peut également être un abri en cas de pluie, ou bien en cas de journée trop ensoleillée, il va faire de l'ombre. Il y a un lien avec la famille à cause de l'arbre généalogique. Alors, pour toutes ces raisons-là, on a décidé de placer un arbre. Et on a choisi le bouleau jaune parce que c'est l'arbre emblème du Québec. C'est un animal emblème, une fleur emblème et un arbre flottant. De ce côté, c'est un peu la ligne du temps de l'entraide et la solidarité parce que, par exemple, chez les Autochtones, la solidarité, ça fait vraiment partie de leur culture. Quand on chassait, par exemple, c'était pour la communauté. Également de l'éducation. C'est pourquoi pour les communautés religieuses, les écoles, sur le régime britannique, ça va être la même chose, mais avec de nouvelles religions, la religion anglicane, par exemple, protestante, juive. Et finalement, c'est dans les années 1960 que on va remettre ces responsabilités au gouvernement de l'URC. Puis, de l'autre côté, ça doit être derrière moi. On a présenté l'intérieur parce que c'est à l'intérieur de la maison ou de la demeure d'un ami problème personnel, par exemple, d'autorité. Bien, recevoir plusieurs personnes pour parler de problèmes de la société. Et c'est ce qu'on appelle donner une assemblée de prisonniers. Le réfrigérateur rappelle aussi les réfrigérateurs communautaires. Ici, à certains endroits dans la ville, pas partout, mais à certains endroits. Parce que la façon dont ça fonctionne, c'est que c'est un banc qu'on peut ouvrir, en quelque sorte déplier, et on mettait de la pâte en guise de matelas pour un sans-abri qui était venu cogner à la porte et demander une place pour dormir. Sans-abri, payé pour la nuit dans tous les heures. Et la chambre à coucher, l'endroit le plus intime pour la solidarité, parce que si on est malade, on va passer la journée au lit. C'est également là qu'autrefois se faisait la mort et les naissances. Récente, c'est en lien avec la COVID-19, parce que c'est une femme qui était accessoiriste dans l'industrie de la télévision et du cinéma, et elle ne pouvait plus travailler parce qu'on était confinés.
Et elle voyait aux nouvelles, à la télé, à tous les jours, des gens qui décédaient. Et elle a choisi de placer un bouton pour chaque décès. Les Patriotes, c'est un parti politique, Parti patriote. Et ici au Québec, on avait comme députés élus une majorité de francophones. Mais des députés qui proposaient des lois, mais qui pouvaient être refusées par le Conseil. Si ça les acceptait, au-dessus, il y avait le gouverneur général, qui lui était choisi par Londres, qui pouvait refuser. Oui, exactement. Toujours le gouverneur général qui représente. Par la suite, justement, un beau lien pour parler des revendications nationalistes. Parce qu'à partir des années 1960, il y a une vague nationaliste, justement. Oups, désolé. Certaines personnes qui vont y aller de façon plus radicale. On les appellerait terroristes aujourd'hui. Parce qu'ils vont aller jusqu'à mettre des bombes ou des symboles génériques, comme la statue de la reine Victoria. Et ils vont aller aussi jusqu'à kidnapper un diplomate britannique et un ministre du gouvernement québécois. Alors c'est là que le gouvernement du Canada va utiliser les lois dans les rues de Montréal, Québec et d'autres villes qui peuvent mettre en prison n'importe qui sans procès. Alors c'est ce qu'on a appelé la crise d'octobre 70, en 1970. Mais mis à part cet événement, tout le reste des revendications nationalistes se font au niveau politique. Ça va nous amener à un premier vote, un référendum sur la souveraineté du Québec, l'indépendance du Québec, en 1980. Presque 60% de la population va abandonner l'Europe. Alors lui, il est pas pour faire cette œuvre. Et il va l'appeler Acte. 15 ans. Si vous votez dans un document C'est toi. Des chapeaux qui parlent de la personne qui le porte. Ça parle de son emploi, de son statut social, tout simplement de ses intérêts sportifs. Membre d'une équipe, etc. Pour une société, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça va évoluer au cours des siècles. Si on prend le groupe majoritaire au Québec, c'est-à-dire les francophones, au départ, mais à partir de une première génération déjà, on voit une différence entre ceux qui sont nés ici et ceux qui arrivent de ici. On va les appeler. Quand les Anglais arrivent, et que eux aussi ont des enfants sociaux, ont également être appelés nazis, et c'est là qu'on va faire la distinction ensemble, donner le culture par rapport aux nazis. Dans les années 1960, le terme canadien-français n'est plus bon. Parce qu'il y a d'autres francophones dans cette palette. Ils parlent tous d'identité, mais de 26 façons différentes. Après avoir choisi les 26 textes, on a demandé aux 26 auteurs d'enregistrer leur texte, donc on peut le lire, on peut également l'entendre. Et c'est la voix de l'auteur, de l'autrice, bien sûr, qui sont pas la majorité, c'est des auteurs francophones, mais il y a des auteurs francophones, des auteurs francophones, et qui nous arrivent en France. Puisque les auteurs sont toujours vivants, c'est la littérature contemporaine. Alors on s'est dit que si les ministères voulaient feuilleter la littérature québécoise de différentes époques, on s'est considéré. Alors on retrouve nos chaises, la ligne du temps des chaises sont ici. Et la dernière, à la sortie, on retrouve, comme vous voyez ici, la chaise berçante double. On voulait que les visiteurs repartent avec cette image parce que on s'est dit qu'après avoir visité l'expo, ça va être de placer
en fait de débrancher les écouteurs. On va placer l'appareil dans le